Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de la Belle Radio et Télévision pour votre émission dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations Focus Can. Ma compagnie, Aziz Adewale Nchondi, bonjour. Bonjour Marie-Paul, bonjour à tous. François Binet, bonjour. Bonjour Marie-Paul. Pour ce nouveau numéro, nous reviendrons bien évidemment sur les rencontres d'hier, des rencontres un petit peu houleuses où des grands favoris de cette édition se sont opposés, mais également le thème de ce jour, nous parlerons des binationaux entre patriotisme et pragmatisme. Chacun de nous donnera son avis sur la question. François Binet, des binationaux durant cette Coupe d'Afrique des Nations, ils sont nombreux. Patriotisme ou pragmatisme selon vous? Le patriotisme, c'est un peu difficile de se prononcer parce qu'en général, ce n'est pas des garçons au départ qui souvent rêvent de jouer pour le pays d'origine de leurs parents. C'est pas à l'initial, c'est pas ça. Donc le patriotisme, c'est déjà de solliciter soi-même l'envie de défendre le pays pour lequel on va aller jouer et qu'on ait déjà des attaches personnelles avec ce pays-là. Mais vous constaterez que la plupart de ce qui est, on va dire, 60% d'entre eux, parfois ne connaissent même pas le pays, c'est-à-dire que même de leur enfance, ils ne l'ont pas fréquenté et c'est des circonstances sportives parfois qui les amènent à faire le choix du pays, dont les parents sont originaires. Et vous verrez, parfois, c'est la fédération de ce pays-là qui fait la démarche vers les parents, pas vers d'abord le joueur, mais vers les parents qui, eux, vont tenter de convaincre leur enfant de venir jouer pour le pays. Moi, je pense beaucoup plus, parfois, peut-être, les deux mots, je choisirais beaucoup plus peut-être le pragmatisme. Même le pragmatisme, je trouve assez parfois difficile. C'est plutôt des choix parfois sportifs dus à l'assistance de la fédération ou des parents, mais patriotisme, non, je ne pense pas. Aziz Adewale Nchondi, on parle de Mbaye Niang, on parle de Cédric Bakambu, on parle également de Delors dans l'équipe algérienne. Est-ce que selon vous, c'est un choix de cœur? Écoutez, le choix de cœur est généralement motivé par ce dont parlait François à peine, par les liens. On se sent attaché à son pays, on se sent attaché à des gens. Et ça fait que, après, pour ces raisons-là, mis à part le fait que vous êtes issu de ce pays, vous avez envie de jouer pour défendre ses couleurs. Mais là, on a, dans de nombreux cas, affaire à des situations où les joueurs sont hésitants pour plusieurs raisons. Ils ne viennent pas parce qu'ils espèrent, étant donné qu'ils ont été formés dans ces pays européens, justement au cours de ces formations, ils ont eu l'occasion de s'abreuver à la culture de ces pays, donc ils se sentent beaucoup plus attachés à ces pays-là. Ils ont en fait en eux le désir de jouer pour ces pays, mais puisque les critères de sélection et les places sont très chers là-bas, lorsqu'on leur donne l'opportunité dans le pays de leurs parents de jouer, eh bien ils saisissent leur chance. Bon, on a eu d'autres cas également où ça s'est négocié en espèces sonnantes et trébuchantes. On vous donne tel montant. Moi, je me dis en même temps que des fois, ils sont peut-être laissés au détriment des joueurs locaux. Parce que quand on va chercher un Cédric Bakambu qui est né en France, qui a vécu en France toute sa vie, mais qui n'a pas cette attache de la République démocratique du Congo comme l'aurait un autre joueur, par exemple. Comme Trésor Mputu, par exemple. Parce que, si vous voyez bien, avant que Bakambu ne prenne vraiment de l'envergure dans la sélection congolaise, les binationaux n'étaient pas dans les cœurs des Congolais comme l'était, par exemple, Trésor Mputu, qui, lui, évoluait à Kinshasa avec le TP Mazembe avant qu'il ne s'exile et avant qu'il ne revienne plutôt au pays. Donc vous comprenez que même au niveau des Congolais, au niveau de certaines nations, les supporters parfois s'attachent beaucoup plus à ceux qu'ils connaissent et avec qui ils vivent dans le pays. Après, il faut que le binational qui arrive réussisse à montrer son attachement au pays. Et derrière, il faut que les performances, parce que vous allez constater, c'est un problème qui s'est posé en Algérie.
Ce problème s'est posé un tout petit peu au Maroc et ce problème s'est posé au Gabon. Lorsque ces binationaux, finalement, sportivement, n'apportent pas ce qui est attendu, vous allez entendre des problèmes qui surgissent. Souvent, on dit « Ah oui, mais alors qu'on a nos joueurs qui sont ici, on fait venir des binationaux qui ne nous apportent rien. » C'est quand ils apportent et qu'ils réussissent à s'intégrer eux-mêmes et qui commencent à avoir des attaches dans le pays, ça change, le langage change. Mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est effectivement le cas de tout ce que vous venez de citer, Bakambo, par rapport On a Choupo-Moting au Cameroun voilà, qui a du mal à placer, de faire toute une phrase en français. On l'a constaté. Encore que pour Choupo-Moting, certainement qu'il il n'a pas été en pays francophone. Et non, mais lui, c'est un Allemand. Et que voilà, c'est un Allemand. C'est un binational. Camerouno-allemand, donc ça, c'est normal. Donc, on comprend qu'il ne puisse pas s'en sortir en français, mais pour le cas de Choupo-Moting, lorsqu'on le voit évoluer dans l'équipe du Cameroun, il est beaucoup impliqué. Il est très impliqué. On a le sentiment qu'il y va avec les tripes. Bon, après, il faut nuancer. Hein. Il y a des binationaux quand même qui, une fois, ils ont fait le choix sportif. Après, le cœur, de fois, ça suit chez certains. Et ça veut dire quoi? Ils viennent, ils observent et puis ils se rendent compte de l'attachement que les gens ont vers lui et avec l'engagement qu'il a pour la sélection. Et là, une certaine attache naît et le cœur suit et puis le patriotisme finalement s'installe. Après, c'est le résultat sportif qui va faire que les gens commencent à l'apprécier. Mais est-ce que les binationaux, en général, apportent? Moi, je pense, pour ceux qui est dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'ils apportent de la qualité. Prenons le Gabon qui n'a pas une grande culture, on a envie de dire, du professionnalisme sportif, et notamment aussi au niveau, par exemple, du nombre de licenciés. La plupart des binationaux qui sont arrivés ont apporté une plus-value. Quand vous regardez Daniel Cousin, certaines choses qu'on a eues à l'époque, malgré son comportement changeant avec la sélection, mais il a apporté, ça a permis aux gens de changer. Parce que ces coups de gueule, ces refus parfois de venir en sélection étaient liés au manque de professionnalisme de l'équipe nationale. Vous vous souviendrez qu'en 2009, quand il commence, 2008, entre 2007 et 2008, avec Gélès qui commence à revenir, il y a des choses qui changent en sélection. Donc les binationaux aussi, parfois réussissent à porter ce genre de choses parce qu'ils ont grandi dans un environnement beaucoup plus professionnel. Oui, bon, ça c'est selon, hein, Aziz. Ils ont grandi dans un environnement professionnel tout autre. Là, on a vu Parfait Mandanda, frère de Steve Mandanda, le portier français. Exact. On se dit, au départ, ils choisissent d'abord d'aller on prend le cas des frères Mandanda, ils décident d'abord de postuler pour l'équipe de France, par exemple. Maintenant, au-delà de ça, s'ils ne sont pas acceptés, ils se réfugient du côté Vous savez que, comme on le dit, parfois l'homme est guidé par l'intérêt. Exact. Écoutez, ils observent bien. Ils observent. Et puis, ils évaluent les chances. C'est vrai que si vous êtes un binational franco, gabonais, camerounais ou autre, vous avez sûrement très peu des chances minimes de vous imposer en équipe de France avec tout ce qu'on a comme joueurs, on va dire à capacité égale, à talent à peu près égal à différents postes. C'est clair que souvent on se dit autant retourner chez papa ou maman. Pour revenir un peu au thème par rapport à les joueurs qu'elle choisit, elle prend par exemple Mandanda, les deux Mandanda. Alors vous constaterez que celui qui joue en sélection française n'est pas né en France. Il est né en RDC, alors que celui qui a choisi de jouer pour la RDC, lui est né en France. Donc, alors ça, c'est paradoxal. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Mandanda, une fois s'est retrouvé en France, certainement il a mis une croix sur son pays d'origine en se disant si je réussis, je crois que je vise l'équipe nationale de France. Et l'autre, je pense qu'il a senti que être gardien en équipe de France aussi, c'est pas évident, c'est très lourd. Et il s'est dit, ils sortent tous d'une très bonne école française de gardiens, notamment le Havre. Le Havre est un des grands centres de formation pour les grands gardiens. Vous verrez, la plupart des grands gardiens sont sortis de ce centre de formation. Après, il a choisi naturellement, en se disant, bon,
La RDC, quand même, il n'y a pas grand monde là-bas. Je peux m'imposer comme gardien. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réussi à sortir aussi du jeu de ce côté-là. Toujours en parlant de ces joueurs-là, on parlera des binationaux au cours de nos prochains numéros de Focus Can. Mais hier, je le disais dès l'entame de l'émission, la journée d'hier a été très houleuse. On a eu le Nigeria qui s'est imposé face à la Guinée, on a eu l'Ouganda, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo et la RDC. Nous commençons par Nigeria-Guinée. Ben, le Nigeria, tout petitement, s'est qualifié pour le second tour. Et sans, en réalité, la Guinée a essayé, parce que si vous regardez les premières actions du match, c'est la Guinée qui, tambour battant, a démarré avec son jeu bien technique. Là, j'ai même retrouvé la Guinée de 2015 et 2017. Malheureusement, en 2015, vous vous souviendrez que c'est sur un tirage au sort qu'ils avaient départagé avec le Mali parce qu'ils avaient le même nombre de points. Et là, j'ai retrouvé la Guinée dans son jeu technique, bien. Mais en face, le Nigeria pouvait frapper avec Igalo. Et là, heureusement, ils se sont tous focalisés sur Igalo. Et ce n'est pas Igalo qui a sauvé le Nigeria. Donc, je crois que Ganotor a réussi son coup. Sans toute autre pression, ils sont qualifiés pour le second tour. Le troisième match va être beaucoup plus léger. Aziz, plus petit des scores, 1-0. 1-0 et on a vu justement une équipe de Guinée joueuse. Hein. Les Guinéens hier ont été très mobiles. Ouais. Mais bon, en face, je crois qu'il y avait les Super Eagles qui savaient quel objectif ils s'étaient fixés. Il y a eu plusieurs tentatives. Gallo a été maladroit hier. Très maladroit même. Et finalement, Omoaro, qui n'était pas attendu, est venu couper un ballon au premier poteau sur ce corner qu'il a planté au fond. Et dès que le but a été inscrit, on a vu que la Guinée a baissé le régime. Exactement. En tout cas, le Sili a, après ce but, pris de l'eau. Et je crois que ça aurait été différent si l'équipe de Guinée était parvenue à concrétiser les actions de première période. Je crois que ça aurait été un tout autre match. Je crois que ça aurait poussé aussi le Nigeria à rehausser son niveau parce qu'en général, le Nigeria, même lorsqu'ils avaient les grands joueurs de l'époque, ce n'était pas une équipe qui venait et puis vous plantait 4-5-0. C'est une équipe qui était très stable, qui observait l'adversaire et profitait des faiblesses de l'adversaire et frappait. Et 1-0 parfois pour le Nigeria pouvait suffire pour faire son parcours jusqu'en finale. Donc là, ils sont encore dans cette dynamique-là de contrôler l'adversaire, de ne pas trop se laisser découvrir et pouvoir profiter de l'efficacité, sinon de la puissance de leur attaque pour pouvoir faire la différence à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé contre la Guinée. Et moi, j'ai comme l'impression que Gernot Rohr ne laisse pas autant de jeu à Igalo. Pourquoi il sort en première période? Mais écoutez, lorsqu'on observe justement l'attitude de Gernot Rohr, on a finalement l'impression que ça peut se justifier. C'est-à-dire qu'Igalo, en ce moment, il a inscrit un but, mais pour le match d'hier, on a vu quand même des actions toutes faites de but qu'il n'a pas concrétisé. Il s'est retrouvé face au gardien plus d'une fois, soit il est surpris par le ballon, on a l'impression qu'il rêve. Bon, là aussi, on peut concéder à l'entraîneur le choix de le mettre de côté à certains moments. Peut-être qu'il a besoin de se remettre en question, parce que c'est d'ordinaire un attaquant très efficace. Et Marie-Paul, il faut se rappeler qu'on est dans une CAN à 24. Oui. Vous allez constater qu'il y aura beaucoup plus de matchs que les éditions précédentes. Donc Gernot Rohr, à mon avis… 52 matchs au total. Exactement. Donc il faut qu'il gère son effectif. Il ne faut pas qu'il épuise les joueurs majeurs. Ça peut paraître… il y a des changements qui vont peut-être chez certains paraître comme des sanctions, mais il faudra être lucide pour se rendre compte que si le Nigeria veut aller loin, si toutes les équipes veulent aller loin, il faut faire très attention à la gestion des effectifs. Et il faut savoir aussi le timing qu'il faut utiliser pour ne pas non seulement casser le moral du joueur, mais aussi ne pas griller le joueur. On sait qu'ils ont joué quand même à 55%
d'humidité. Ça m'a beaucoup surpris, vraiment. 55% d'humidité en Égypte, c'était trop fort, sous 35 degrés, c'était énorme. Donc ça aussi, il faut tenir compte de cela. On sait qu'aussi Ighalo ne vient pas d'un championnat assez puissant, assez réputé. Il revient de Chine, avec 9 matchs seulement en Chine. Ils ont démarré le championnat, ça fait pas longtemps. 9 matchs, c'est vrai qu'il a 7 buts marqués en Chine, mais ce n'est pas un championnat qui vous permet de venir à une compétition comme ça avec beaucoup plus d'énergie. Et là, on essaie de les gérer. Je pense qu'il y a trop de chaleur. C'est vrai qu'il y a cet aspect, oui, Marie-Paul, il y a cet aspect gestion des effectifs, parce que c'est vrai que les 23 joueurs qui sont convoqués sont considérés comme des joueurs du même niveau. Mais bon, on a parmi les 23 quand même certains qui ont des statistiques au-dessus des autres. Ighalo, il n'a pas marqué, mais il y a un homme qui s'est démarqué, c'est Kenneth Emeruo. Kenneth Emeruo qui a été élu homme du match selon la CAF. On voit dans l'élément et puis on revient tout juste après pour en parler. And we knew they are the toughest opponent we will face in our group, and I'm so happy that we could, qualify after this game. Next step is Madagascar, and then we look to the next stage. Aziz, à l'unanimité, l'on est d'accord pour. En tout cas, il a été déterminant et très remuant. C'est un joueur qui a permis à son pays de se qualifier. Donc, je pense que ça se justifie qu'il soit désigné homme du match. Déjà dans le jeu, il a eu une débauche d'énergie très intéressante. Et vous voyez comment il supplante la défense guinéenne lors de ce corner. En plus, il marque l'unique but qui envoie son pays en deuxième phase, donc en huitième de finale. C'est déjà intéressant. N'oublions pas que le Nigeria, depuis 2015, n'a plus réussi quoi que ce soit. Depuis 2013, je veux dire, n'a plus réussi grand-chose sur l'échiquier continental. Donc pour eux, et avec ce garçon, c'est une belle réussite. Je pense qu'il mérite bien son trophée de meilleur joueur. À côté de ce match, on avait le groupe A qui jouait également. Le groupe A qui comptait en son sein en Ouganda, Zimbabwe, en République démocratique du Congo, Égypte, l'Ouganda qui était premier du groupe mais qui se laisse dévancer par l'Égypte. L'Ouganda s'est bien battu face au Zimbabwe. Il faut dire que ces deux formations sont intéressantes. Dans leur histoire déjà, c'est 15 rencontres. Et le Zimbabwe a toujours pris le dessus sur l'Ouganda. Jusque-là, c'était 5 victoires pour le Zimbabwe et 2 seulement pour l'Ouganda, avec 8 matchs nuls. Plus le match d'hier, ça fait déjà 9 matchs nuls. Il faut reconnaître que l'Ouganda est en train de faire, pour moi, fait une très bonne impression dans ce début de compétition. Parce que si vous remarquez, ils jouent sans complexe, c'est-à-dire qu'ils sont libérés, ils jouent sans calcul, ils se disent mais de toutes les façons, on n'a rien à perdre dans cette compétition-là, on a juste, on a le profit d'apprendre et d'essayer de montrer ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui s'est passé, vous allez voir que les premières minutes dans cette rencontre-là, ce sont eux qui ont placé les premiers banderilles et le premier but déjà était justifié du fait qu'ils avaient des initiatives plus intéressantes que ceux du Zimbabwe, même si après le Zimbabwe a repris les choses à main. Mais là encore, c'est la maladresse qui a fait que cette équipe la pète. Sinon, il avait plus l'occasion de but que l'Ouganda. Mais malheureusement, quand on a des garçons comme le numéro 11, Bilat, qui à plusieurs reprises avait l'occasion de faire bien mal. Et surtout, cette occasion, il y a eu une occasion nette de but où il n'y a personne dans le but. Je crois que sur cette action-là, si on va jusqu'à la fin, vous allez voir que le gardien est battu. Il suffisait au garçon de placer le ballon. Voilà, justement, et il marquait. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est heureusement que le match nul peut sauver encore le Zimbabwe. Ils vont espérer peut-être le dernier match face à la RDC et faire le remake des phases de poule. Aziz, en République démocratique du Congo, Ouganda qui se solde par 1-2 L'Ouganda confirme encore hier face au Zimbabwe une sélection que l'on n'attendait pas forcément. Une sélection que l'on n'attendait pas, mais qui est conforme à la copie qu'elle a montrée pendant les éliminatoires. L'équipe de l'Ouganda joue son football
de façon tout à fait fluide. C'est une équipe qui joue sans pression, qui, il me semble, ne se laisse pas non plus forcément impressionner par les adversaires. La preuve, c'est que lors du premier match, elle s'est imposée face à la République démocratique du Congo, qui partait pourtant avec la faveur des pronostics. Et quand vous voyez leur adresse, parce que devant les buts, c'est vraiment impressionnant. Ils ont un pourcentage très intéressant de réussite devant les buts. Je crois que dans leur groupe, à part l'Égypte, ce sont eux qui ont un pourcentage de réussite. Chaque fois qu'ils frappent, ils n'ont pas beaucoup de frappes et les seuls cadrés sont placés. Sont passés. Donc on peut compter le prochain match de l'Ouganda, ce sera Ouganda-Égypte. Ils sont deuxièmes du classement, en dessous de l'Égypte. L'on nous espérait peut-être, ils ont déjà un pas vers les huitièmes de finale, je pense. L'Ouganda, en principe, ne devrait pas échapper à la qualification. C'est-à-dire, à défaut d'être, de finir deuxième, je crois que ce qui pourrait lui arriver le pire, c'est le troisième. Alors, prendre la troisième place. Ce qu'Aziz dit est intéressant parce que là, l'Ouganda est parti pour finir meilleur troisième. Ça, c'est indéniable. Il sera difficile actuellement, sauf on va voir la suite des deuxièmes journées, la fin de deuxième journée pour les autres poules, il sera difficile de trouver un meilleur troisième au-delà de ce qu'on voit déjà avec l'Ouganda. Si l'Ouganda termine avec 4 points, l'Ouganda a de fortes chances de terminer au pire, comme l'a dit. L'Ouganda de Kamabil, il faut le préciser, il a été élu homme du match par la CAF, on voit dans l'élément. Il a été élu, vous le disiez François, c'est un bon joueur, il a su s'imposer, il a su prendre avec lui sa sélection. Mais bien sûr, c'est le fer de lance de cette formation, c'est un des garçons les plus expérimentés de la formation ougandaise, sachant que c'est 90% des joueurs qui évoluent dans cette formation, qui évoluent en Ouganda, qui évoluent en Zambie, qui évoluent en Afrique du Sud. Donc ils ne sont pas en Europe, il n'y en a pas beaucoup en Europe d'ailleurs, mais c'est 2 ou 3. Et lui, il fait partie des joueurs qui vraiment tirent tout l'effectif un peu plus haut. Kamabilat, on le voit dans l'élément et puis on revient tout juste après, élu homme du match par la Confédération africaine de football. During the match, I thought we were going to get a second goal. We as strikers let the nation down. We really need to step up and take more responsibility and start. We as a team didn't manage the game well. There's some moments where we started getting momentum and we give a foul easily, and then we slow the game down and then we restart again. Kamabilat élu homme du match par la CAF. Bilat, c'est la pépite de zimbabwéenne. En tout cas, que ce soit le premier match ou là, il a apparu très intéressant. Nous l'attendons pour le troisième et dernier match pour cette première phase avec l'Égypte. L'Égypte qui s'est bien imposée hier face à la République démocratique du Congo, Aziz. L'Égypte poussée par, je crois, environ 80 000 personnes. Près de 80 000 personnes. L'Égypte portée par Mohamed Salah, par Trezeguet, Ahmed Hassan. En tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas jusqu'à présent forcément convaincu par une grande qualité de jeu. Mais là, on retrouve aussi une attaque efficace. L'équipe d'Égypte a réussi à inscrire 2 buts sans forcément imposer un rythme, une cadence infernale à l'adversaire. Il y a eu des opportunités. Vous avez vu, par exemple, sur la deuxième occasion de Mohamed Salah, il s'est pratiquement arrêté, il a observé, puisque c'est un joueur très technique. Il s'arrête. C'est un Mohamed Salah qui ne plaît pas pour l'instant. Non, qui ne produit pas du beau jeu ou bien qui n'est pas constant. C'est quelqu'un qui, à n'importe quel moment, peut faire la différence. Je crois que Mohamed Salah a cette qualité. Il peut avoir donné l'impression d'être absent, mais à la moindre incartade,
en tout cas dans une surface de réparation, il plante le ballon au fond et c'est ce qui s'est a vu. fait. Il est resté debout, une feinte et le gardien a été pris de vitesse. François, une défense nonchalante en République démocratique Oui, du Congo, pas prête, et c'est et pourtant surprenant. avec un Cédric Bakambu. C'est surprenant ce qui se passe dans cette formation de la RDC. En fait, l'Égypte bat la RDC sur les carences de la RDC. La RDC a fait preuve de beaucoup de carences techniques, sur le plan même tactique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi grand-chose. Ils n'ont pas réussi grand-chose parce que quand vous regardez dans l'envie, effectivement, il y avait du jeu, il y avait du mouvement, mais ce n'était pas suffisant face à une équipe égyptienne qui était, à mon humble avis, prenable. N'oublions pas que l'un des maillots faibles de l'équipe égyptienne, c'est sa défense. Ce qui est datant, c'était son point fort. Mais ces dernières années, c'est le point. Mais vous constatez que jusque-là, 2 matchs, ils n'ont pas encaissé de but parce qu'en fait, ils ne sont pas mis à rude épreuve d'une attaque qui peut les déstabiliser. On le croyait avec la RDC, avec des joueurs comme Bolassi. Après, il faut voir l'instabilité de cette formation. En l'espace de 2 matchs, ils ont changé à peu près 5 joueurs. Alors que du côté égyptien, ils n'en ont changé aucun. Ça montre l'assurance. Voilà, ça veut dire qu'au niveau de l'Égypte, on est sûr de ses forces, on est sûr de son match qu'on a fait à l'ouverture, on est sûr on a un certain nombre de certitudes qui nous permettent de maintenir l'effectif au 2e match. Alors que du côté de Ibenge a changé 5 jeux, c'est-à-dire que la moitié de l'équipe a été changée. 0 points, aucun but marqué pour Florent Ibenge en 2 rencontres. C'est incroyable. Il a sorti Méchac qui n'a pas fait jouer. Mais quand on regarde l'entrée de Méchac hier, c'est finalement l'un des garçons qui a apporté. Quand on regarde Bolassi qui était titulaire au premier match, et qui finalement rentre en 2e période avec Méchac, finalement ce sont ces garçons-là qui ont apporté un peu plus de jeu en 2e période. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Ibenge a paniqué, son équipe n'est pas sereine. Et là, je vois, elle n'est pas totalement exclue de la compétition. Elle peut passer avec 3 points. Mais ça va être difficile finalement. Avec 3 points, dans quelles conditions? Dans les conditions, c'est-à-dire qu'il faut maintenant voir les autres groupes pour retrouver le meilleur 3e. Souvenez-vous, si on regarde chez les dames, le Nigeria passe comment? C'est sur 3 points. Le Cameroun déjà, pour ne parler que du Cameroun, le Cameroun se qualifie sur 3 points parce que finalement cette équipe s'est retrouvée avec, étant la meilleure 3e équipe. Or, la RDC est mal parti parce que le goal différence va lui poser problème. Il faudra battre la Zambie, le Zimbabwe d'abord 4 buts pour annuler les 4 encaissés. Il faut annuler pour revenir à plus 0 et ensuite essayer de mettre 2 ou 3 buts. Ça veut dire qu'il faudra battre peut-être le Zimbabwe de 5, 6 pour être sûr. Une remontada, comme on dit en Espagne. C'est ce qu'il faut une remontada, une remontada à Liverpool. Quasi impossible. Impossible. Les Camerounaises l'ont fait, hein. Les Camerounaises en Coupe du Monde. Oui, ils l'ont fait. Elles ont été meilleures 3e, effectivement, elles l'ont fait. Elles l'ont fait parce qu'il fallait s'imposer, elles l'ont fait. Bon, mais sincèrement, moi je pense qu'il faut une réforme pour cette formation RDC. Il faut faire confiance maintenant aux joueurs locaux qui sont de Vita Club et de TP Mazembe. Parce que quand vous regardez le jeune Bakambu, il est complètement perdu. Mais il est perdu pourquoi? Parce que le choix sportif qu'il fait pour être le joueur le plus cher du continent, c'est d'aller en Chine. Alors qu'il était parmi les meilleurs joueurs à Villarreal. Alors que ce garçon a remporté la Coupe d'Europe, je pense, avec l'équipe de France. Ça, on en parlera. Là, Aziz, c'est une grosse déception. L'argent, peut-être, parce que Cédric Bakambu fait partie des joueurs africains les mieux payés au monde. Il décide d'aller jouer en Chine. Peut-être, on ne sait pas pour lesquelles des raisons, mais peut-être un choix onéreux au lieu de plus de temps de jeu. Vous savez que quelqu'un rappelait que la carrière Je crois que c'est le professeur Abdoulaye Sakho qui est un spécialiste du management du sport qui rappelait que la carrière des sportifs de haut niveau est courte. Pour une blessure ou pour un bobo, on peut se retrouver par terre. Et parfois, c'est vrai qu'on est tenté de se remplir les poches rapidement.
au détriment parfois malheureusement On y de la reviendra. carrière. On reviendra sur le sujet parce qu'on l'a vu avec Samuel Eto'o, on l'a vu avec Didier Drogba. On y reviendra au cours de nos prochains numéros. Mais Trezeguet, lui par contre, contrairement à Cédric Bakambu, à contrario, C'est mon lui, joueur. il a confirmé, il a été élu homme du match C'est mon joueur. selon la fédération. Précis, C'est mon joueur. Techniquement efficace au-dessus. dans les relances. Vous voyez tout ce qu'il a apporté. En tout cas, il a très peu perdu de ballon. Les ballons récupérés par Trezeguet étaient toujours transmis là où il le souhaitait. C'est un joueur, une véritable courroie de transmission entre le milieu et l'attaque et qui a même, encore une fois, pesé. Il a beaucoup pesé et pour moi, depuis 2 matchs pour l'Égypte, c'est mon joueur de cœur parce qu'il réussit à mettre son équipe à un niveau incroyable. Regardez ce qu'il fait avant de donner ce but à Salah. On salue la justesse technique, on salue le niveau de Salah sur ce but-là. Mais regardez ce que fait Trezeguet. Il met au vent d'abord un joueur sur un petit pont, il prend ensuite 2 au vent et pour mettre tout un milieu complètement en désuétude. Et il se retrouve à faire une passe millimétrée, c'est-à-dire que entre Salah et Tisserand, il fait une passe qui met Tisserand en difficulté. Et Salah, techniquement, il n'a qu'à démontrer davantage devant les écrans ce qu'il sait faire quand il est devant un gardien et devant le dernier défenseur. Et ce qu'il fait là, magique, il s'arrête. Et croisé, parce que si vous suivez bien l'attitude de Tisserand, vous suivez bien l'attitude du gardien de la RDC, ils avaient tenté d'anticiper la fraction de seconde sur le côté parce qu'en général, il enveloppe. C'était sans compter sur un mot Salah, meilleur joueur africain voilà, du l'intelligence dans moment. le jeu. Il n'y a pas que le talent, il y a aussi l'intelligence. Et lui, il a le talent et il a l'intelligence. C'est clair. Et ça, c'était pour le compte de la journée d'hier. C'était le groupe A. On a un confrère à Mohamed Salah qui rentre également dans la compétition aujourd'hui. Ça, c'est dans le groupe C où on a un Kenya, Tanzanie, on a un Sénégal, Algérie. Mais on a également un Madagascar, Burundi. Nous commençons par Kenya, Tanzanie. Kenya, Tanzanie. C'est chaud entre ces pays pas très distancés dans leur région. Il faut dire que le Kenya a une victoire d'avance sur la Tanzanie, sur les 2 dernières confrontations. La Tanzanie s'était imposée 1-0 et le retour, ils ont fait match nul. Donc, ils sont sur ces dynamiques-là. Mais il faudrait que... Ça va être difficile pour la Tanzanie. Mais moi, je pense que c'est un match ouvert pour les deux. Kenya-Tanzanie, Aziz. un derby sous-régional. Ouais. En tout cas, c'est 2 pays qui se connaissent très bien et ils ne se feront pas de cadeaux. Parce que c'est vrai que le Kenya domine en athlétisme là-bas, en remportant toutes les courses de fond, toutes les médailles internationales. Mais la Tanzanie aussi propose un jeu qui est pas mal. Pas mal. Donc, ce sont des équipes qui se valent, je pense, mais qu'il va falloir vous revoir jouer aujourd'hui. On peut quand même présager que le match sera houleux. La Tanzanie avec tendu. un joueur, Mbwana Ali Samata, nous y reviendrons au cours des joueurs à suivre. Un Et joueur qui risquera exactement. de se démarquer au cours de Ah oui, au cours de Samata, cette une belle confrontation. promesse pour le football tanzanien et pourquoi pas africain. C'est un joueur qui a de l'avenir et qui pourrait... Oui, il est passé encore par la briller. France. Je crois que dans le reportage, certainement vous y revenez, il est passé par la France, mais dans la 2e division avec Auxerre. C'est quelqu'un qui... Mais il a pris ses marques au tout-puissant Mazembe, où il a Exactement, été conduit par Florent voilà. Ibenge. Florent Ibenge, tout à fait. C'est au TP Mazembe qu'il part pour l'Europe. Mais c'est un très bon garçon. Je pense que on espère tout simplement que la CAN va être une occasion pour lui tremplin pour lui. davantage confirmer le talent qu'on pense de lui. Et à côté de Kenya-Tanzanie, on a un duel choc. Un duel choc Sénégal-Algérie. Sénégal où Sadio Mané rentre dans la compétition. On le rappelle, il n'a pas joué le premier match à cause du carton pris pendant les éliminatoires. Un Sadio Mané, je ne sais pas trop comment Aliou Cissé va gérer Sadio Mané gérer ça avec un Crépin Diatta qui s'est très bien imposé, exactement. qui a su prendre les Lions de la Teranga avec lui et qui a été dans de bonnes actions. Il s'est démarqué. Comment Aliou Cissé compte faire avec ces joueurs-là? Difficile
de parler à sa place, mais certainement qu'il va, il va essayer de garder le juste milieu. Et il faut également préciser que on va avoir là un match entre les deux équipes qui se sont le mieux illustrées depuis le début de la compétition, qui ont un jeu fluide. Alors ça va être une bagarre de milieu de terrain et d'attaque, parce que l'Algérie également pose le ballon. On a vu le milieu de terrain du Sénégal aussi faire courir le ballon. On va avoir droit à un match de très haut niveau. Un vrai match de très haut niveau. Il faut se rappeler que de ce groupe-là, ce sont les deux équipes qui sont le plus affrontées, que ce soit en CAN ou en amical. Et malheureusement pour le Sénégal, l'Algérie a toujours pris le dessus après quelques matchs nuls, là, ça et là, mais au niveau des victoires, largement, que ce soit en amical ou il est arrivé même deux fois à l'Algérie d'aller s'imposer à Dakar. Donc, c'est dire que ce duel algéro-sénégalais a toujours été vraiment très épique, parce que ce sont deux équipes vraiment qui ont cette caractéristique de s'affronter chaque année. Il arrive au moins une fois dans l'année de ces deux équipes-là de s'affronter. Souvenez-vous qu'en 2017, c'est le Sénégal qui élimine l'Algérie. Ils étaient, je pense, dans le groupe C, où le Sénégal avait terminé en tête avec 7 points et l'Algérie était sortie justement à cause du dernier match, où chaque fois il menait le Sénégal et le Sénégal revenait au score, alors qu'Aliou Cissé avait aligné une équipe B. Donc, c'est dire que ce match-là, il va être aussi un match déterminant et pour l'Algérie et pour le Sénégal, surtout quand on regarde la configuration de 2017, on est presque dans cette même... À la différence qu'en 2017, le nul pour l'Algérie avait suffi pour les éliminer. Or là, même un nul peut être satisfaisant pour les deux formations, mais avec des attaques aussi puissantes. Je ne pense pas qu'on va sortir là avec sans but, ça ne va pas être évident. Aliou Cissé qui a donné une conférence de presse et qui s'est exprimé sur le sujet. Nous abordons les matchs les uns après les autres. Tanzanie, c'est derrière nous. Nous avons bien préparé le match contre l'Algérie. Cette histoire de favoris, je crois qu'il faut se concentrer, faire un focus sur l'équipe du Sénégal, de sa progression, et nous sommes conscients de notre force. Cette équipe du Sénégal est dotée d'individualité capable de faire la différence. Nous sommes conscients de notre force, mais nous ne sommes pas favoris. Aliou Cissé rappelle. J'aime bien cette posture d'Aliou Cissé, c'est-à-dire que ça permet peut-être de ne pas avoir la grosse tête et d'aborder chaque match avec sérénité. Mais de toute façon, les attaques se rendront coup pour coup. C'est certain, on va avoir affaire à des joueurs de talent qui ont des choses à montrer. Il va être difficile de présager de ce que pourrait être ce match à terme, parce que les deux équipes ont la capacité de marquer et de jouer. L'édition dernière, donc 2017, dans ce 2-2, les attaquants de l'époque du Sénégal n'y sont plus. Donc il y avait Moussa Sow, c'est vrai qu'il n'avait pas marqué, mais il y a ce jeune homme-là, comment il s'appelle encore, celui de Rennes, Idrissa, je crois que c'est Idrissa qui avait marqué. Celui de Rennes. De Rennes, voilà. Lui, il avait marqué face à l'Algérie. Et Slimani, lui, il avait fait le doublé. Là, ce qu'il faut voir chez Cissé, c'est qu'il a ramené 10 joueurs qui étaient en 2017. Il a ramené 10 joueurs de ceux qui étaient en 2017 qu'on retrouve, mais qui n'étaient pas forcément des joueurs majeurs dans cette formation sénégalaise en 2017. Et là, il a réussi à faire une osmose entre ceux qu'il avait l'année dernière, qui n'étaient pas titulaires, qu'il avait à l'édition précédente, qui n'étaient pas titulaires, qui se sont déposés, contrairement à, par exemple, la CV, qui est dans l'effectif, mais qui n'est pas titulaire, qui voit des jeunes sortir comme le jeune Diatta, qui est en fait dans sa posture, normalement, est dans le même style de jeu que CV, mais lui, il est plus jeune et beaucoup plus explosif. Et là, je crois qu'il va avoir un problème. J'ai l'impression que c'est Keita, Baldé, qui risque de perdre sa place. Parce que je ne comprendrai pas, sinon je ne vois pas dans une équipe. Parce que l'Algérie est une équipe qui joue très bien, qui ouvre, qui n'est pas une équipe fermée. Ce n'est pas comme l'Égypte qui est fermée, ce n'est pas comme le Cameroun qui peut savoir aussi fermer. Donc le Sénégal, c'est une équipe joueuse. L'Algérie, une équipe joueuse. Donc il faut des joueurs
qui manie bien le ballon et je ne pense pas qu'il va se passer des services de Crépin Diatta. Moi, je pense que c'est plutôt Baldé Keita qui risque Ça, on le saura à partir de 18h, mais pour l'heure, nous avons essayé de voir quel est le joueur qui saura se démarquer de cette rencontre-là. Et pour ma part, je me dis quand même que Sadio Mané est celui qui pourra se démarquer parce qu'il n'était pas là pendant le premier match. Donc, il a beaucoup approuvé face à un Crépin Diatta plus jeune, mais qui a également assuré en son absence. On regarde l'élément et puis on revient tout de suite après. Le gros choc de ce 27 juin est sans aucun doute le match qui opposera l'Algérie au Sénégal. Et le joueur à suivre au cours de cette rencontre est sans aucun doute Sadio Mané. Privé du match face à la Tanzanie par une suspension, Sadio Mané sera de retour. Le retour de Sadio Mané peut nous apporter un plus. Il fait partie de nos leaders. Il est prêt, a dit Aliou Cissé en conférence de presse. La réorganisation de l'équipe sénégalaise sera à suivre avec intérêt. L'attaquant sénégalais, auteur d'un début d'année 2019 tonitruant avec Liverpool, doit briller dans cette compétition, car elle peut donner un crédit important à sa candidature pour le Ballon d'Or. Il a terminé comme meilleur buteur de Première Ligue avec 22 réalisations. Il fait partie de l'équipe type de la saison en Première Ligue et en Ligue des Champions. Il a aussi remporté une récompense individuelle avec le 11 d'or décerné par 11 mondial. Vainqueurs dès leur entrée en lice dans cette 32e édition, dimanche face au Kenya 2-0, les Verts affronteront cette fois-ci un adversaire d'un autre calibre. Plus coriace, considéré comme l'un des favoris en puissance pour succéder au Cameroun, tenant du titre. Aziz, pronostic Sénégal-Algérie. Sadio Mané peut le faire? Alors, pronostic, en général, avec les pronostics, je suis prudent. Mais le Sénégal part, de mon point de vue, avec la faveur des pronostics. Il y a, au niveau du Sénégal, des attaquants qui ont montré qu'ils ont la capacité de faire parler la poudre. Et surtout, évidemment, comme pour l'Algérie, il n'y a pas que Sadio Mané. Il y a d'autres individualités dans l'équipe qui peuvent... Bon, c'est vrai que Maignan, au premier match, il a été pas très efficace, mais on pourrait retrouver un Maignan en réussite pour ce match. On peut retrouver Crépin Diatta ou même l'autre Baldé. En tout cas, il y a des solutions et le danger peut venir de partout. Donc, ce sera un match très ouvert et tendu. François, pronostic? Il faudra, je pense que le Sénégal peut s'imposer, mais je vois beaucoup plus un match nul entre ces deux formations. Tout va dépendre de l'entame de la rencontre. On verra, on observera pour voir s'ils sont en plein calcul ou une des deux équipes voudra dire il faut que je frappe le coup tout de suite pour ne pas me mettre en difficulté lors de la dernière journée. Je pense que je crois beaucoup plus à un match nul qu'à autre chose. Bon, moi, personnellement, je crois à un Sadio Mané qui pulvérisera les records durant cette compétition. Également, on a le petit poussé de cette compétition, Madagascar, qui joue face au Burundi. Un challenger aussi qui n'est pas venu en tant qu'observateur. Ils sont venus pour marquer des buts et pourquoi pas marquer cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il faut dire qu'ils se sont... Bon, la première journée n'a pas été comme il l'aurait peut-être souhaité, mais je pense qu'il y a des valeurs dans cette équipe. Elle n'a pas totalement démérité. Elle montre qu'elle a sa place sur l'échiquier continental. Il y a plusieurs années, on ne parlait pas de Madagascar. Je me souviens les rencontres qu'il y avait, par exemple, Gabon, Madagascar, c'était toujours au profit du Gabon. Aujourd'hui, quand on regarde Madagascar jouer, quand on regarde ce que M. Dupuis a fait dans cette équipe en l'espace de moins de 3 ans, il faut le rappeler, la réorganisation de cette équipe ne dépasse pas les 3 ans. Donc, je pense que Madagascar va pouvoir se... Madagascar, qu'il faut le rappeler, était dos à dos face à la Guinée, 2 buts partout. Exactement. C'est pour ça que je pense que cette confrontation au départ avec la Guinée, bon, si vous interrogez 5 personnes, je crois que peut-être 3 ou 4 vous diraient que la Guinée s'imposerait face à Madagascar. Mais finalement, Madagascar
a réussi à déjouer tous les pronostics, a réussi à déjouer tous les plans de la Guinée. Madagascar a même mis en difficulté la Guinée, puisque la Guinée, match nul, il faudra une victoire pour la Guinée qui a encore perdu face au Nigeria. Donc c'est Madagascar qui a mis en difficulté en réalité la Guinée. Aziz, on a un Burundi. Alors, le Burundi avec Beraino, le Burundi me paraît quand même, par rapport à ce qu'on a vu, avoir des arguments offensifs peut-être un peu plus efficaces que Madagascar, même si c'est vrai que Madagascar a inscrit 2 buts. Les Burundais sont très vifs et ils sont également athlétiques. On a l'impression qu'ils finissent les matchs souvent sur le même rythme. Exactement. Et donc je ne sais pas si... Ils ont une très bonne gestion de 90 minutes à la fin, on a l'impression qu'ils ne sont pas fatigués, mais c'est parce que c'est leur manière de gérer. Ils ont des temps forts et les temps faibles, ils savent aussi gérer les temps faibles parce que dans les temps faibles, si vous ne gérez pas bien vos temps faibles, ça donne l'occasion à l'adversaire de vous planter un but et à ce moment-là, ça vous plante même le moral. Mais eux, ils ont cette intelligence de pouvoir gérer leur temps faible. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le forcing dans les moments où ils sentent qu'ils sont acculés, ils savent les gérer et puis se projeter très rapidement vers l'avant. Et quand ils se projettent, s'il y a la réussite au bout, attention, ils peuvent faire très mal. Et face à un Burundi-Madagascar, on a des Barrières bien en forme et du côté des Barrières, on a Anissé Abel qui s'est démarqué lors du premier match de Madagascar. Anissé Abel qu'on a jugé aujourd'hui être comme un joueur à suivre que nous verrons maintenant et puis nous viendrons tout juste après pour parler de ce jeune joueur des Barrières de Madagascar. Un réveil éveillé, c'est ce que vit Madagascar pour sa première CAN. Après le résultat obtenu face à la Guinée, 2 buts partout, les Malgaches espèrent poursuivre sur leur lancée face au Burundi ce mercredi. Le petit pousset de cette compétition a montré qu'il avait toute sa capacité dans la compétition grâce à des joueurs comme Anissé Abel, l'historique premier buteur. Le joueur de Ludogorets, Razgrad, en Bulgarie, est considéré comme l'un des piliers de l'équipe nationale malgache. Il entend bien propulser les Barrières pour les 8e de finale. Un Anissé Abel qui se démarquera peut-être face au Burundi. Oui, lui aussi, il est passé par la France. Il a commencé au centre de formation d'Auxerre. Mais après, il s'est retrouvé aujourd'hui dans un championnat, on va dire, certains appellent souvent des championnats exotiques, même si je ne pense pas, parce que Bulgarie, quand même, le CSKA Sofia, plus certains clubs de Bulgarie jouent la Ligue des Champions, mais lui, il se retrouve en Bulgarie. C'est un des rares professionnels de cette formation. Donc, je crois qu'il a de l'avenir. Je pense qu'il a tout pour s'imposer. Et c'est à lui de pouvoir profiter de cette vitrine qu'est la CAN pour pouvoir, pourquoi pas, à la reprise des championnats professionnels, être sollicité. Parce que la CAN aussi, c'est un champ de recrutement. Aziz, Anissé Abel, peut-être que l'on retrouvera dans des grandes compétitions. Parce qu'il faut le dire, comme l'a dit François, la CAN, c'est un tremplin. Oui, d'ailleurs, justement, la CAN, c'est aussi un marché. Vous avez les recruteurs qui sont là, et qui viennent dénicher les talents. Les perles rares. Voilà, ces perles rares vont être scrutées pendant toute la compétition. Et certainement qu'il est bien conscient que s'il a un bon comportement, il va taper dans l'œil de pas mal de recruteurs et pourrait se retrouver dans un championnat plus relevé. Parce que pour que sa carrière se bonifie, il va falloir aller dans un championnat relevé, se frotter au meilleur pour pouvoir progresser. Madagascar, qu'il faut le préciser, compte les joueurs dont on parlait récemment, les binationaux, Jérémy Morel. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à Madagascar. Beaucoup de binationaux à Madagascar. Exactement, parce que c'est le travail que Dupuis a dû faire. Il fallait repartir, essayer de recenser tous ceux qui avaient des origines malgaches qui sont au niveau et pour revenir relancer. Et ça payait. Ça payait parce que finalement Madagascar s'est qualifié. Ça veut dire que ça c'est un cas d'école qui a marché pour les binationaux de pouvoir faire qualifier leur pays pour une qualification historique et qui était dans un groupe passé facile aussi, mais qui ont réussi malgré tout à s'imposer et se mettre, je pense que c'est du fait aussi de l'arrivée de ces garçons qui ont apporté une plus-value à la sélection malgache. Un pronostic, Madagascar-Burundi? Bon,
Moi, je mettrais une pièce pour Madagascar. Aziz, un pronostic, Madagascar, Alors même là, si pour- l'on sait que vous n'aimez pas trop vous prêter à ce jeu. Alors, mais ce sera pour Beraino, enfin pour les hirondelles du Burundi, qui me paraissent avoir plus de fraîcheur et qui auront de quoi faire parler la poudre. C'est plutôt cette fois pour le Burundi que je penche. Mais on Pour a une bien... victoire du Burundi. Bon, c'est relatif. Hein. Moi, je pense plutôt que Madagascar, face au match qu'ils ont produit avec a la montré Guinée, beaucoup plus de quand certitude même, en attaque que le Burundi. Je pense qu'ils ont plombé 2 buts. Mais le Burundi Je pense était que quand même ça le peut être un Burundi était élément. face au Nigeria. Ah oui, mais pas un Nigérien souverain. Pas un Nigérien souverain. Mais bon, on verra bien. On verra bien cette. l'on s'achemine hein, tout doucement vers la fin de ce numéro de Focus Can. En ma compagnie, François Binet. Merci, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Également avec moi, Aziz Adewale-Nchandi. Merci. Au plaisir, on se retrouve demain, même fréquence pour certains, sur la 91.0 et puis même chaîne sur la belle télévision. On se quitte avec les buts de la journée d'hier. Hello la famille, Africa Unit.